La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous. Laure Wagner, bonjour. Vous êtes journaliste pour la GFI. Bonjour Vincent. Il a développé et dirigé un département bancaire de gestion de fortune institutionnelle à 21 ans. À 29 ans, il crée sa propre société engagée dans l'investissement durable. Coninco s'adresse aux fonds de pension et aux investisseurs professionnels. Aujourd'hui, cet autodidacte a cédé ses fonctions de dirigeant pour poursuivre son engagement dans le développement de l'économie réelle d'impact. Olivier Ferrari est avec nous sur le plateau de B2B. Bonjour Olivier Ferrari. Mais bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué des plateaux de télévision, des radios. Vous êtes auteur, conférencier. Vous avez apporté de nombreux éclairages sur des actualités financières, notamment sur les fonds de pension. Votre spécialité, dans la première partie de cette émission, c'est de vous et de votre parcours dont nous allons parler. Nous allons échanger déjà autour de ce mot autodidacte. Comment vibre-t-il pour vous et vous correspond-il vraiment ? L'autodidacte, je le prends, vous le dites. C'est la passion, ce sont des circonvolutions de la vie à des moments donnés qui ont créé des nécessités. Et peut-être que mon signe astrologique de Sagittaire fait que je ne pouvais pas rester à une place et qu'il fallait chaque fois être engagé à aller de l'avant. C'est vrai comme ça depuis toujours ? C'est depuis, je peux dire depuis la naissance. Vous avez un exemple particulier dans l'enfance ou l'adolescence, un exemple marquant ? Un exemple marquant. J'essayais chaque fois de créer des cabanes en forêt. J'ai vécu en forêt, donc avec les copains, on créait une cabane, on se faisait des équipes, on se les démontait, on en recréait une autre, parce que le besoin était plus de la créer que de la démonter. Et voilà, ça, vous me rappelez un bon souvenir. Waouh! Donc c'est là le Wow. premier contact avec la nature. Le premier contact avec la nature, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 11 ans dans la forêt, oui. Vous habitiez dans la région, dans l'arc lémanique ? J'habitais au mont de Corzier, sur Vevey, et effectivement au milieu d'une forêt, au milieu de la campagne. Et voilà, j'adore toujours dire quand on m'a demandé quand je demandais à mes parents comment naissaient les enfants. Un jour, on m'a amené à la ferme. Il y avait 10 vaches, un taureau. À la deuxième vache, j'ai dit à ma maman, j'ai compris. C'est pragmatique, j'avais 5 ans, mais vous voyez la vie différemment depuis la campagne. Et pourtant, vous faites un apprentissage d'employé de commerce. On s'éloigne un petit peu de la nature quand même. Pour quelle raison ? L'apprentissage était une nécessité. Je ne pouvais pas faire d'études, malheureusement, pour différentes raisons. Donc, du coup, je voulais être soit cuisinier, mais je ne voulais pas travailler la nuit, soit architecte. C'était la crise économique à l'époque. Alors, j'ai dit, où est-ce que je vais travailler le moins et gagner le plus ? Employé de commerce. Et j'ai choisi ça. Vous obtenez votre CFC d'employé de commerce en 1980. Et 3 ans plus tard, déjà, vous développez, vous dirigez ensuite un département bancaire au sein de la Banque vaudoise de crédit, qui a été intégrée ensuite à la BCV. Vous avez 21 ans. Vous étiez dans quel état d'esprit ? Qu'est-ce qui vous animait à cette époque sur le plan professionnel ? C'est pas le plan professionnel, parce que j'ai fait un métier pendant des années qui ne me plaisait pas. Mais tant qu'à le faire, et c'est là que j'aimerais le dire à tous les jeunes, si vous choisissez un métier, quel qu'il soit, si vous imposez, allez jusqu'au bout de ce métier, explorez tout ce que ce métier peut vous apporter, parce qu'un jour, la vie va vous le rendre. Et là, vous serez dans un plaisir et vous ne travaillerez plus. C'est ce que j'ai la chance de connaître maintenant. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un métier qu'on n'aime pas trop à pouvoir le pousser au maximum ? La pensée positive. J'arrête pas de dire aux gens, attention à la valeur des mots, la valeur des pensées que vous avez en vous. Elle vous détermine. J'aime toujours dire, suis le chemin de tes rêves. Il te montre ce chemin que tu dois prendre. Et c'est ça qui a fait. Donc, je peux que revenir en arrière. Si je donnerais une ligne rouge, la nature a toujours été là, puisque j'ai grandi d'abord dans la nature et elle est là aujourd'hui. Vous aviez des parents passionnés par la nature, les forêts ? Pas du tout, pur hasard. Pur hasard. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on s'est retrouvés en campagne et j'ai grandi depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 11 ans dans cette campagne. Et cette pensée positive, vous l'alimentiez chaque jour déjà au départ ? Comment est-ce qu'elle est arrivée ? Vous la devez à quoi ? C'est surprenant. C'était un acquis ou peut-être un combat contre des aléas négatifs de la vie. On en a tous, hein. Chacun les siens, chacun ses problèmes. Mais disons qu'ils se sont cumulés très très tôt. Et par conséquent, il y a quelque chose qui est en nous, qui est là et qui nous guide, qui nous dit va de l'avant. Enfin, pour moi, c'était ça. J'ai conscience depuis 4 ans et demi de l'avenir, de la vie, des choses.
Et depuis là, c'était engagé. Donc 21 ans, vous voulez pousser au maximum votre carrière, vos capacités. Comment est-ce que vos supérieurs l'ont pris à l'époque au sein de la structure? Ça s'est passé comment? Puisqu'on vous a fait confiance en finalité. Alors, je suis né en 11 décembre. Le 11 janvier de l'année qui suit mes 20 ans, je rentre dans cette banque pour faire plaisir à mon beau-père. Et 3 mois après, mais je ne raconte pas les 3 mois de discussion parce que c'est un débat là, c'est une folle aventure à écrire dans un livre. On me propose ce deal fou par une alliance suisse-allemande, revenez, créer un département bancaire de gestion de fortune et aller de l'avant. Et j'ai fermé la porte, il m'a dit répondez-moi lundi, j'ai sonné, j'ai rouvert, il m'a dit oui, alors votre réponse, j'ai dit vous attendrez lundi, bon week-end, au revoir. Ce petite anecdote raconte les 3 mois qui se sont passés avant, qui ont conduit à cette proposition folle. Un parcours comme le vôtre, il serait clairement encore possible aujourd'hui ou il était déjà impossible à l'époque techniquement? On ne peut pas dire impossible. Tout est possible. Il faut que... Et ça, je profite de l'antenne pour le dire aux jeunes, même ceux qui sont après. Allez-y, agissez. Vous avez envie de créer, n'attendez pas la fin de peu importe où elle est, cette fin pour chacun, et d'avoir ce regret de ne pas avoir tenté. Tentez. Tentez, si vous réussissez, c'est que c'était pour vous. Si vous réussissez pas, recommencez. Et allez de l'avant. Alors, pas recommencer 10 fois. Il y a un message qui doit être donné. On a entendu votre premier contact avec la nature. On parlera en deuxième partie d'émission de votre engagement pour la nature. Mais déjà, cette actualité, le 9 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme, donnant raison à l'association Aînés pour le climat qui attaquait l'inaction de la Suisse face au changement climatique. Une décision qui a du sens, selon vous? Vous touchez un débat qui est sans fin aujourd'hui. Il y a une condamnation qui est faite pour un pays qui a énormément d'institutions mondiales, le siège d'institutions mondiales pour l'environnement, pour la nature. L'État, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous savez, on est un pays de 8 millions d'habitants, un peu plus de 8 millions, 1 pour 1000 de la planète. Voilà, c'est une condamnation, c'est un message. Je peux vous sortir des condamnations à des centaines de millions de dollars sur des sociétés qui font du greenwashing et autres. Ça fait partie de cette goutte qui remplit un chemin que l'on doit prendre et qu'on doit aller de l'avant. Donc le vase va bientôt déborder, il déborde pour la nature. Voilà. Par cette décision, la CEDH réaffirme le droit à une protection des citoyens par les autorités de l'État contre les effets néfastes du changement climatique. Est-ce pour vous quand même le signe que la responsabilité des États est désormais en jeu? Chers amis, je suis très mal placé. J'ai un livre qui va sortir qui s'appelle Reset, clin d'œil au World Economic Forum, responsabilité sociale des États. Alors justement. Donc il n'y a jamais rien eu là-dessus décrit réellement. Qui est responsable? L'État en tant que tel, l'individu ou l'entreprise? Nous sommes dans une boucle. L'entreprise réunit tous les travailleurs que nous sommes, qui donnera les retraités, qui permettent à l'État d'exister. L'exister doit faire que l'entreprise puisse vivre et les citoyens se réaliser. C'est une responsabilité partagée que nous avons. Maintenant, oui, les États doivent agir parce que le citoyen, lui, il n'a qu'une vision de sa propre vie. Problématique de l'État, je ne parle pas au niveau dirigeant permanent, c'est que eux, ils ont une vision de leur temps d'élection et de la prochaine élection qu'ils visent. Passons aussi à un tournant décisif dans votre vie. On a pu le voir dans une conférence, Laure. Oui, dans la dernière conférence TEDx à Martigny sur la thématique des ressources, vous évoquez un événement marquant de votre vie personnelle. Vous dites que vous avez cru mourir. S'agit-il d'un problème soudain? Que s'est-il passé exactement? Et en fait, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Ah, c'est pas un cru mourir. J'ai fait une bêtise à midi. Quand je dis une bêtise, j'ai mangé une fondue à 2000 mètres d'altitude, bu de l'eau glacée, sorti en t-shirt à moins 15 degrés. À 4 heures, j'ai senti mon corps qui a déconnecté. À 8 heures, j'ai dit à ma femme, je dis au revoir aux enfants, je veux pas que demain mon corps soit levé à la maison, tu me conduis à l'hôpital, je vais mourir à l'hôpital. Elle m'a conduit, j'ai pris les dispositions, je suis arrivé à l'hôpital et j'ai téléphoné à ma famille pour dire que je partais et pris les dispositions pour l'enterrement du lendemain. Et il y a eu ce moment fou où vous êtes juste observateur de votre être et les médecins constatent que vous n'êtes plus là et s'acharnent sur vous. Et je leur crie, mais en fait, ils ne m'entendent pas, vu qu'il n'y a plus de matérialité. Je leur crie, laissez-moi, je suis en paix. Parce que j'étais en paix. J'étais serein. Et je me voyais. Et quand ils m'ont changé d'hôpital et fait une piqûre, et ils sortent de la salle, et j'ouvre les yeux. Est-ce que le retour a été difficile dans les semaines, mois qui ont suivi? C'était la deuxième fois que ça m'arrivait. La première fois, je n'étais pas conscient. Là, c'était la deuxième. C'était absolument fabuleux. Et là, mon engagement pour l'environnement était 100%.
quand on ne part, on n'emporte rien avec soi. Dans 100 ans, plus personne ne se souviendra de nous, nos enfants seront peut-être plus là. Donc il y a ce passage qu'on doit prendre conscience et la transmission qu'on doit donner de quelque chose qu'on a reçu. Et dans votre travail, il y a une vision à long terme. Dans votre vie professionnelle, on pense à la gestion d'actifs institutionnels. Alors, comment on coexiste avec le fait d'être conscient que la vie peut être vraiment très courte, mais qu'on doit développer des stratégies à très long terme? Alors la vie n'est pas courte, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, je dis aux gens, elle est fabuleuse. Elle peut être courte et fabuleuse. Elle est fabuleuse dans la mesure où on ne pense plus à hier et qu'on ne regarde pas demain, qu'on a une vision et qu'on vit l'instant présent. Je me le permets parce que je le vis totalement. De l'autre côté, le travail, c'est très, très compliqué. Parce que j'ai vécu un temps où on avait dans les entreprises un service du personnel qui est devenu tout d'un coup les ressources humaines. Donc d'un service, on a passé une gestion de stock. Et je l'ai vécu la même chose dans les fonds de pension, où les fonds de pension vivent à 20-30 ans. Donc on a une vision à long terme et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 3 mois. Et la durabilité, l'environnement, ce qui se passe, c'est pas du 3 mois, c'est du long terme. Et vous avez aussi évoqué la crise des subprimes, l'affaire Madoff, comme étant des événements qui vous ont conforté dans votre vision durable de la finance. Sombrer dans la cupidité, quelles sont selon vous les phases à risque dans la vie d'un financier, d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse à succès? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Je ne sais pas s'il y a des pièges. Ce que je peux constater du vécu, c'est au moment où vous êtes face à une personne qui est amoureux de l'argent, qui est amoureux du pouvoir, qui est amoureux de l'existence et qui tout d'un coup a ce besoin, j'aime bien dire, d'avoir sa pyramide de Khéops. Là, on est perdu parce qu'on n'a plus de contrôle. Ça vous est arrivé parfois, lors de courtes phases, de vous dire « Oh là là, il faut que je fasse attention à cette thématique ». J'assume, j'ai eu des arrogances qui m'ont coûté très cher. Alors peut-être que ces arrogances sont ma chance pour aujourd'hui et demain. Un exemple? Oh, j'ai 120 personnes, 70 banquiers, 50 fonds de pension. Et je dis de l'auditoire en direct, de toute façon, les banquiers sont des incompétents, il ne faut pas leur faire confiance. C'est sûr que celui qui est à côté de moi, il m'a dit « Ah, j'ai ça, jamais entendu, voilà ma carte, venez me voir ». J'ai jamais été le voir, mais je veux dire, c'était complètement fou. Je sortais de la banque, je l'ai quitté parce qu'on m'obligeait à faire des opérations pourries que je refusais de signer. Et je retombe dans un piège et il y avait une rage. Ben, ça, c'est de l'inconscience. C'est de la jeunesse, mais de l'inconscience, c'est de la folie. Il faut rentrer dans le système. J'adore dire, il faut adopter l'attitude de David. Parce que le système, c'est Goliath. Olivier Ferrari, nous allons maintenant parler plus précisément de l'entreprise que vous avez créée et dirigée pendant 34 ans, Coninco, et de vos nouvelles aventures professionnelles. Donc le 7 novembre 1990, vous fondez Coninco. C'est une société spécialisée dans le conseil aux investisseurs institutionnels, puis aux clients professionnels. C'est son métier historique. En parallèle, Coninco développe ses propres solutions de finances responsables, marquant son engagement dans l'investissement durable. Pouvez-vous résumer et expliquer un petit peu brièvement ces deux métiers ? Comme dit, dans la banque, je gérais des fonds de pension. Quand on est venu me proposer des opérations que j'estimais pas correctes, ça m'a interpellé. Et c'était un congé immédiat, 5 mois de délai. Donc, Coninco veut dire conseil institutionnel et compagnie. C'est d'aller vers le client, de lui conseiller. Et je pars du principe que s'il comprend le conseil 24 heures après, alors j'étais juste. S'il comprend pas qu'il doit me retéléphoner, je suis faux. Le conseil, c'était le métier de base et j'ai managé de 1994 à 2005 le plus grand salon financier, j'ose dire, d'Europe, avec des cofondateurs et mon épouse. Et là, le 13 février 2003, j'ai organisé une grande conférence avec des ingénieurs, des chercheurs et dire on part dans le mur avec l'environnement et l'économie tel qu'on le développe là. Il faut changer de paradigme. Et en 2009, j'ai défendu l'UBS en direct à l'Assemblée générale à la radio, avec ce qui s'était passé. Et ils m'ont proposé d'être guest speaker sur 5 conférences pour me remercier des propos. Et je leur ai dit, OK, j'ai 45 minutes, je filme, je mets sur YouTube, vous n'avez pas le droit de censure, choisis le thème. Et là, ça a été la base d'un débat posé aujourd'hui sur YouTube, d'un engagement total. C'est à ce moment-là que vous avez aussi cofondé une coopérative et puis un fonds. C'est pareil, quels sont leurs objectifs ? Alors, j'ai d'abord cofondé une fondation en 2007, qui était un premier pas, reconnu d'utilité publique, qui dit on ne lutte pas contre le développement économique,
faut l'intégrer à l'environnement et inversement. Donc, il y a déjà une référence macroéconomique d'intégration. Après, est née une coopérative de ce projet-là en disant la coopérative, c'est le système éco-social de gouvernance le plus abouti. J'ai un client qui a 5 millions, il a une voix, j'en ai, il a 10 000, il a une voix. Et du coup, le fonds est né pour le VVF international à l'époque. Et puis un jour, le fils du fondateur m'a dit on va pas plus loin. J'ai dit je reprends et je continue. Alors, dans un communiqué envoyé le mois dernier, vous avez donc annoncé avoir cédé vos fonctions de CEO à Sabine Djamaressi Mabillard et Adrien Coeli. Comment se passe cette transition ? Le fameux 8 novembre, on a parlé d'où j'avais une conférence. J'avais décidé que ça serait le jour de changement dans ma vie. Quelques jours avant, ils savaient que j'avais envie d'aller ailleurs. Ils m'ont fait cette proposition d'être co-CEO. Quand vous avez des gens qui ont 42 ans, vous travaillez depuis 17 ans avec, qui vous font une proposition de dire « je vais continuer l'entreprise que tu as créée au-delà de toi », s'il vous plaît, je le dis à tous les fondateurs, ils n'ont pas pu l'acheter, ils vont la co-diriger. Mais ils ont eu des conditions, et les collègues, des conditions qui permettent à l'entreprise d'aller plus loin. Donc dès lors, l'entreprise, je ne suis plus qu'un actionnaire avec ma famille de cette entreprise, elle appartient au marché. Et ça, je recommande à tous les PME que l'on a, on en a des dizaines de milliers par année qui doivent se transférer, de regarder d'abord à l'intérieur s'il y a quelqu'un. Parce qui de mieux le connaît peut aller de l'avant. Et c'est ça la force de notre pays. Vous leur faites une confiance totale ? C'est une confiance totale, aveugle. Je suis rentré au conseil d'administration et j'ai un regard pour m'assurer de la bonne gouvernance et des valeurs mises en place. Mais ils le savent déjà, c'est déjà dans la pratique depuis novembre. C'était annoncé quand la FINMA nous l'a autorisé. Et c'est 100% confiance. Ça ne se discute pas. Donc vous allez garder un rôle, mais plus discret au conseil d'administration ? Alors, je vais être un administrateur qui va avoir un regard à l'intérieur, comment ça se passe. Mais j'ai un autre projet et elle fait partie d'un projet global. Alors justement, on va y venir. Dans ce même communiqué, vous avez annoncé la poursuite de votre engagement dans le domaine de l'économie réelle d'impact. Vous nous avez déjà expliqué un petit peu qu'il y a plusieurs événements qui ont conduit à ce changement de carrière. Mais globalement, l'engagement de Coninco dans l'investissement durable, c'était plus suffisant pour vous ? Coninco est au service de ses clients. Ce sont des conseils à l'écoute. Il faut se rendre compte qu'en Suisse, vous avez tous les investisseurs étatiques qui sont totalement engagés dans une finance durable, alors que les investisseurs privés, c'est un choix individuel. Et Coninco répond aux besoins des clients et des clients ne veulent pas entendre parler de durabilité. C'est un fait. Et personnellement, quand je vous parlais d'arriver dans le métier que je voulais, je viens d'y rentrer. J'en ai fait des bouts et maintenant j'y suis à 100%. Donc ça n'était plus possible d'aller plus loin, fallait la transmettre, fallait que le marché, et ça aussi c'est important pour tous les entrepreneurs qui ont des PME, le marché à un moment donné a besoin de savoir s'il y a une pérennité de l'entreprise avec laquelle il travaille. Et s'ils attendent trop longtemps, ils perdent des clients, mais une des pertes, des raisons de perte, c'est que justement le client n'a plus de visibilité, de pérennité de l'entreprise. Alors, on va revenir plus tard au désintérêt d'une partie des clients, notamment privés, pour l'investissement durable. Mais revenons à donc, vos nouveaux projets. Quelle forme vont-ils prendre ? Est-ce que vous allez fonder une nouvelle fondation ? Est-ce que ce sera une entreprise ? Quel sera son but ? Expliquez-nous un petit peu tout ça. L'entreprise, il y a une marque déposée, elle s'appelle Impact to Scale. Clairement, en Suisse, on a le venture capital, les startups qui sont au niveau initial. Et au moment où elles arrivent au stade dit de scale-up, que tout est démontré, elles peuvent aller dans l'économie et croître, elles se font racheter par des Américains ou Middle East ou Asie, parce qu'il n'y a pas d'argent en Suisse. Alors quand je dis il n'y a pas d'argent, c'est toujours l'extrême. Attention, bien sûr qu'il y a de l'argent, mais on constate que cette partie-là n'a pas la capacité de rester en Suisse. Donc c'est de répondre à une brèche que des gens qui me conseillent derrière me disent, là il y a une brèche, mais parce qu'ils savaient que je voulais aller là-dedans. Donc c'est vraiment répondre ça. Et naturellement, d'avoir des entreprises d'impact sur l'environnement. Mais l'environnement, ce n'est pas que le carbone. Ce sont 9 limites planétaires que nous devons intégrer en un tout d'approche d'impact. Alors justement, ces entreprises, comment vous allez les sélectionner ? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Ce sera toujours du conseil ou du coaching ou un petit peu plus ? Alors, bien sûr, il y a soit ce qu'on appelle des mandats de gestion ou un produit financier. Ça, c'est clair. D'investir dans une entreprise, c'est une banalité. Ça se fait depuis longtemps. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on a
on doit intégrer l'entreprise. On ne doit pas faire du coaching qu'on appelle added value, valeur ajoutée. On doit être dans l'entreprise, l'intégrer. Et 12 ans d'expérience dans l'investissement de start-up démontrer qu'il y a 29 points d'une entreprise. S'il y a un manque sur 2 ou 3 de ces points, l'entreprise n'a pas d'avenir. Donc, c'est les accompagner, être dedans, développer leurs produits, être avec elles. Nous sommes l'entreprise lorsque nous investirons l'entreprise. Ça veut dire rechercher des capitaux principalement à l'étranger, aussi en Suisse? Non, alors, les capitaux, l'entreprise les lève. Au moment où on va rentrer dedans, on va être là. Mais il y a toute la communication qu'on va normaliser. Il y a toute l'ouverture au marché, la connaissance du marché, du produit que l'on offre, de porter une attention et des fois d'être le CEO, le CTO, le CMO, qu'elle n'a pas les moyens d'acheter. Eh bien, les 6 associés que nous sommes prêts à partir, nous allons prendre ces places-là à temps partiel. Donc vous allez prendre des participations à temps plein dans ces entreprises. C'est comme ça que vous voulez vous rémunérer? Alors, on va lever des fonds, avoir des mandats de gestion. Là-dessus, on a un pourcentage. Mais là aussi, le métier se donne des success fees. Ça, c'est beau. Hein. On appellera en Afrique bakshish. Chez nous, commission rétrocession success fees. On travaille pour tout le monde la même chose. Un montant, une gestion, on investit dans l'entreprise, on est rémunéré. Et après, on travaille pour l'entreprise. Si on travaille pour l'entreprise, on travaille pour notre investisseur, pour notre client. Donc, on est partie prenante des deux. Et on se fait rémunérer en pourcent ou en heures travaillées. Vous avez un objectif de nombre d'entreprises avec lesquelles vous voulez travailler? On en a besoin d'une trentaine avec les objectifs de levée de fonds que l'on a. Oui, je dis que l'on a parce que imaginez bien que ce n'est pas un projet qui tombe du ciel, il est mûr aujourd'hui. Et vous êtes déjà en contact avec une partie d'entre elles? Combien? Les entreprises? Oui. On en a déjà potentiellement une dizaine qui sont là et le réservoir est très grand. Un secteur en particulier qui ressort déjà? On est dans l'énergie, on est dans le bois, on est dans la construction. Oui, voilà, il y a des choses comme ça qui se dessinent. Alors en parallèle, vous avez aussi lancé votre chaîne YouTube, Phobos. C'est un nouveau médium pour communiquer en faveur de la transparence, prévenir le greenwashing. Dans Phobos, il y a une volonté d'avoir une transmission de messages sur ce qu'est l'économie et de l'avoir sans tabou. Donc d'aborder tous les sujets économiques naturellement structurés. Et là, j'ai une personne qui m'a conduit dans ce schéma. Phobos, LinkedIn et mon Instagram vont tous être liés dans un apport toujours économie réelle, environnement, mais que les jeunes puissent comprendre ce que l'on est. Ce n'est pas du Bitcoin, des crypto-monnaies qui vont vous enrichir demain. Venons-en à la dernier thème de cette émission. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, seule une minorité de clients est vraiment intéressée par l'investissement responsable. Ce serait entre 15 et 20% selon les banquiers et les gérants de fortune de la place financière suisse. Dans B2B, il y a 4 mois, Grégoire Pinon, le CEO de One Swiss Bank, indiquait que vraiment seule une part très faible de la clientèle privée voulait des placements durables. Mais il notait tout de même cette tendance plus importante dans la clientèle institutionnelle. Donc vous avez parlé tout à l'heure. Donc vous faites le même constat, vous avez fait le même constat chez Coninco? Je dément. Je dis que le privé est plus intéressé que la clientèle institutionnelle. L'institutionnelle, je la sépare en deux. Il y a les institutions d'État, d'accord, et il y a les institutions privées. Et les fonds de pension, une obligation de rendement. On a des contraintes énormes qui sont là. Il faut savoir que si on fait un vrai engagement dans de l'investissement durable, d'impact, vous n'aurez pas les performances de ce que l'on appelle usuellement un benchmark général. Il y a un manque à gagner parce qu'il y a des pans de secteurs économiques dans lesquels vous n'êtes pas. Nous ne sommes pas dans les 2240 milliards de dollars de l'armement et de tout ce que ça représente. Nous ne sommes pas dans les 5000 milliards de dollars que représentent toutes les énergies fossiles. Et pourtant, ça explose. Nous ne sommes pas forcément dans ce qu'on appelle les GAFA ou ses équivalents qui explosent aussi et qui font des valeurs boursières qui sont folles. On n'est pas dans ces domaines. Donc, vous n'aurez pas le même retour sur investissement court, moyen ou long terme. Je vous ai dit avant, on est passé dans le court terme, le long terme est oublié. Alors peut-être dernière question pour clôture cette partie. Depuis une dizaine d'années, depuis 2015, vous couvrez toutes les conférences sur le climat, pour la GFI notamment. Peut-être tout d'abord, quel premier bilan vous tirez de cette quasi-décennie de couverture? Oh, fabuleux, fabuleux. La conférence sur le climat, c'est devenu le plus grand marché mondial de l'économie en général.
J'ai même assisté à une conférence ubuesque sur le nucléaire où le patron de Westinghouse disait « c'est le dernier moment qu'on pourra imposer le nucléaire à la planète ». Je ne dis pas si je suis pour ou je suis contre. Ils ont engagé une youtubeuse qui avait 15 millions de followers, qui devait avoir 24 ans et qui pousse à fond le nucléaire. J'ai été vers lui, j'ai dit « alors pourquoi vous avez choisi l'uranium et pas le thorium ?» Il m'a dit « il y a tellement d'uranium à pléthore qu'il y en a assez sur la planète pour des millénaires ». Donc, vous avez des extrêmes comme ça. La conférence sur le climat, c'est entre 100 et 300 conférences par jour aujourd'hui. Si à Paris, nous étions un peu plus de 20 000 accrédités, nous étions, alors suivant les sources, entre 80 000 et 100 000 accrédités à Dubaï. J'ai fait 60 km en 8 jours pour trouver 3 articles de référence. Mais ce gigantisme, ça nuit pas justement à l'utilité de ce type de manifestation? On a beaucoup parlé du rôle des lobbies. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? On voit que le bilan de l'accord de Paris sur le climat n'est pas très encourageant. L'accord sur le climat, on parle du carbone. Je vous ai parlé de 9 limites planétaires. Ces conférences sont absolument géniales. J'ai rencontré des conférences. Il y en a, on discutait, mais est-ce qu'on préfère une conférence sur le climat que de femmes pour avoir un autre débat, une autre approche? Il y a une quarantaine de pays qui sont là, qui présentent leurs compétences, leurs capacités. J'ai discuté avec des ministres de différents pays africains, qui est le continent à ne pas oublier. Attention, si l'Afrique se développe comme la Chine, la planète est morte, mais l'Afrique doit se développer, elle doit exister. Et elle est peut-être ce qui peut sauver l'avenir de demain de l'environnement pour moi. Et ça se passe là-bas. Merci Olivier Ferrari. Olivier Ferrari, une troisième voie sur l'A1 entre Genève et Nyon. Pour vous, utile ou futile? Futile. Compenser l'empreinte carbone d'un vol en achetant des crédits, utile ou futile? Futile. Changer de voiture aujourd'hui pour passer à l'hybride ou à l'électrique, utile ou futile? Futile. Et vendre ses habits ou ses affaires personnelles sur des plateformes de seconde main type Ricardo, vous le faites? Utile. Pourquoi? Alors, je donne la réponse. Mon futile, ça veut dire inutile en termes d'impact environnement. C'est pas le bon chemin. Après, vendre ses habits sur Ricardo ou au marché, faisons-le. J'ai un restaurant à Vevey, désolé, c'est tout du seconde main. Une année de trading sur toutes les plateformes pour équiper le restaurant et y arriver. Merci beaucoup Olivier Ferrari d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous, vous êtes top. Merci Laure Wagner. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.